Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif en compagnie du président directeur général d'un leader mondial des services collectifs et de l'environnement, le président directeur général de Veolia Monde, Antoine Frérot. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à nous, chez vous. Merci de nous accueillir dans ce club sportif de l'une des filiales de votre groupe à Rabat, donc Redal, présente au Maroc depuis une quinzaine d'années maintenant, aux côtés d'Amendis pour la région Tanger-Tétouan, d'Amanor et de la toute dernière en date VOS. Alors, avec un peu plus d'1 milliard d'euros, il faut savoir qu'en Afrique, il se positionne donc comme un des leaders des services collectifs sur le continent et dans un spectre plus élargi, la multinationale française a franchi bien des caps depuis l'arrivée d'Antoine Frérot à sa tête. On parle même du sauveur de Veolia, Antoine Frérot. Oh, c'est un bien grand honneur. En tout cas, un large programme de restructuration depuis 2011, à commencer par le désendettement du groupe et également une réorganisation de ses activités. Comment votre stratégie justement de restructuration a-t-elle opéré en Afrique de manière générale et au Maroc en particulier? Eh bien, nos activités d'Afrique ont, comme toutes les autres, contribué à ce grand plan de transformation du groupe. Le groupe a été frappé par la crise financière et la crise économique de 2008-2009 et nos métiers traditionnels, là où ils sont nés en France, ont été également contestés à cette époque. Ce qui fait que le groupe, qui était un groupe prospère, rapidement a été en difficulté. J'ai donc décidé de mener une grande transformation de Veolia avec 4 grands volets. Tout d'abord, désendetter le groupe qui s'était beaucoup endetté au cours de la décennie 2000. La dette de 17 milliards d'euros a été réduite en quelques années à 8 milliards d'euros. De réorganiser nos activités qui étaient par métier, eau, déchets, énergie, de les transformer en organisation par géographie. Un seul Veolia par pays avec tous ses métiers, toutes ses compétences. Un seul siège pour Veolia. Et puis un programme également d'économie de coûts important, de 800 millions sur 4 ans. Mais plus important encore pour notre avenir, le repositionnement de nos métiers classiques, et je pense qu'on va y revenir pendant notre entretien. Certainement. Quand on parle justement de la présence de Veolia au Maroc, donc il y a ces 2 contrats de durée respective de 25 et de 30 ans, donc à Tanger et à Rabat, ici à Rabat, pour la gestion déléguée de distribution d'eau et d'électricité. Quel est le bilan justement depuis votre arrivée au Maroc? Cette arrivée, c'était il y a 15 ans. Et sur ces services de gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité pour les 4 villes, de Rabat et de Salé, de Tanger et de Tétouan, le bilan, c'est le suivant. Au bout de 15 ans, d'abord 100% de dessertes pour l'eau, l'assainissement et l'électricité pour les populations de ces villes. Ensuite, un niveau de rendement de ces réseaux, c'est-à-dire de ce qui arrive jusqu'au consommateur final par rapport à l'énergie primaire ou à l'eau extraite de la nature, un rendement qui s'est amélioré de 20 points. Par exemple, il y a 15 ans, en 2002, le rendement des réseaux d'eau, c'était plutôt de l'ordre de 60%. Aujourd'hui, c'est 83%. Autre progrès, les coupures. La durée moyenne d'une coupure en 2002, sur ces réseaux, c'était de l'ordre de 3 heures. Aujourd'hui, c'est moins de 25 minutes. Alors, c'est encore 25 minutes parfois, c'est encore trop, mais le progrès est spectaculaire et nous allons continuer, puisqu'il reste 10 à 15 ans sur les contrats, à améliorer Puisque vous parlez de relations avec la clientèle, en 2015, il y a eu cette révolte de la bougie, si on peut l'appeler comme cela, à Tanger, contre justement la filiale Amendis du groupe Veolia, ce qui a placé un peu la gestion déléguée de manière générale au cœur de polémiques. Il y a le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que la Cour des comptes, qui ont publié des rapports sur la gestion déléguée, des rapports qui notent, certes, comme vous venez de l'évoquer, une amélioration en ce qui concerne le secteur de manière générale, qui soit plus professionnel, que les services présentés à la clientèle, aux citoyens, soient meilleurs depuis votre arrivée. Mais voilà, les deux s'accordent à critiquer un peu un certain non-respect des cahiers des charges, en l'occurrence en matière d'investissement. Beaucoup de questions dans votre question. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la gestion déléguée? C'est le fait que 2 partenaires, la puissance publique, une ville, et un professionnel, une entreprise, sont chacun dans leur rôle. La puissance publique, c'est elle qui décide et définit le type de service, le niveau de confort qui sera proposé aux habitants. Oui. L'entreprise, elle exécute, et elle cherche à le faire de manière optimale, en rapport qualité-prix, ce que le pouvoir public a décidé.
Et ensuite, le pouvoir public contrôle l'exécution. Si les deux partenaires sont bien dans leur rôle et savent le faire, moi je pense, alors je suis un peu jugé parti, mais je pense que c'est le meilleur système, parce que chacun est utilisé dans ce qu'il est fait pour faire, ce qu'il sait faire le mieux. Décider de l'offre publique de services pour les uns et contrôler si cette offre est bien réalisée. C'est pas le cas aujourd'hui? Il n'y a pas de contrôle? Bien sûr que si. Oui. Il est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que les résultats sont obtenus. Et l'entreprise, elle, doit exécuter. Et le savoir-faire de Veolia, qui est plus que centenaire et qui couvre les 5 continents de la planète, montre que ce service est apprécié. Il n'y a aucune raison pour laquelle la ville de Prague, celle de Shanghai, celle de Mexico ferait un cadeau à Veolia, une entreprise française. C'est parce que ce que nous apportons est apprécié. Alors maintenant, sur ce que vous évoquez, à savoir les investissements. Les contrats de gestion délégués avaient, entre autres, et peut-être en numéro 1 comme objectif, de créer les systèmes d'assainissement et d'épuration pour sauver les baies de Tanger, de Tétouan et de Rabat-Salé. Au bout de 15 ans, presque tout est fait, sauf la station d'épuration de Salé, qui manque encore au dispositif. Cette station d'épuration, elle est en retard. Mais ce n'est pas de la faute de Redal ou de Veolia. Le terrain pour la mettre en place, pour la construire, nous a été livré et donné en septembre 2017. Car il y avait tout un imbroglio de propriété foncière sur ce terrain qu'il a fallu démêler, qui a été très loin démêlé. En septembre 2017, il y a quelques mois, nous avons donc reçu le terrain. En octobre 2017, les ordres de service aux entreprises de construction, qui sont des entreprises marocaines, ont été passés pour construire la station d'épuration et le grand émissaire en mer. Un mois plus tard, ce qui veut dire que même sur le terrain, nous avions, en temps masqué, travaillé pour préparer l'ensemble de ces travaux et de ces plans. Dans 2 ans, fin 2019, la station d'épuration de Salé et son émissaire complétera celle de Rabat pour pouvoir protéger complètement la baie et le Bourg-et-Grègue de toutes les pollutions d'origine domestique. Donc on peut dire que Redal, comme à Mendis auparavant, puisque là les terrains nous ont été livrés à temps, sera au rendez-vous de ces objectifs. Qu'en est-il de la facturation, Monsieur Frérot? Est-ce que vous mettez en place des outils, comme c'est le cas par exemple en France, pour réduire cette facture énergétique, que ce soit pour les collectivités locales, pour les industriels également? Je sais que c'est un point sur lequel vous êtes à cheval en tout cas, et votre stratégie du groupe est très axée. Qu'en est-il de cette baisse de la facture énergétique? Alors tout d'abord, comment se font les tarifs de l'eau et de l'électricité dans une île au Maroc? Le cadre tarifaire, il est déterminé par le gouvernement, par l'État. Oui, oui, oui. Et chaque ville donne le niveau de tarif auquel il souhaite. Les niveaux de tarifs à Tanger, Tétouan ou Rabat ne sont pas plus élevés qu'ailleurs dans le royaume, que ce soit géré par le secteur public ou par le secteur privé. Et je dois même dire que dans les concessions du groupe Veolia, les tarifs sociaux sont moins élevés. Alors, pour les sociaux, les voilà. tarifs sociaux. Donc, Et il y a plusieurs catégories. Il y a le tarif social, il y en a 4, il me semble. Et les autres sont dans le même niveau que les autres villes, et les tarifs sociaux moins élevés. Comment on réduit les tarifs? Eh bien, en produisant la même qualité de service moins cher. Lorsqu'on économise de l'énergie primaire que nous achetons à l'ONE, ou de l'eau, parce que les rendements de réseau ont gagné 20 points, on achète 20% de moins d'énergie primaire et de traitement de production d'eau potable. Eh bien, voilà déjà la première bonne raison, la première bonne manière de réduire les tarifs. Les techniques de digital permettent à nos opérateurs qui sont sur le terrain, qui relèvent les compteurs, qui font les branchements, qui réparent les fuites, de pouvoir, en temps réel, recevoir de nouveaux ordres de service. Car le réseau connecté permet d'avoir des informations sur ces dysfonctionnements ou ces problèmes qui, avec ce genre d'équipement digital et donc d'objets connectés qui sont dispersés sur le réseau, beaucoup plus rapidement qu'avant. Nos opérateurs disposent d'un petit ordinateur, ils reçoivent leurs commandes, ils peuvent faire leur compte rendu directement. On gagne là en heures de travail, bien évidemment, et en déplacement. Autre deuxième poste, c'est la masse salariale qui permet d'économiser sur le service. Ces économies, elles servent à 2 choses. Elles retournent aux clients pour une partie,
et elles servent à faire ce qu'on appelle le bénéfice de l'entreprise d'une autre partie, car sans bénéfice, il n'y a pas d'entreprise. Souvent, les gens disent une régie ne fait pas de bénéfice, donc ça doit être moins cher. Oui, le principe de ni gain ni perte, quoi. Bien sûr, mais un vêtement, si l'entreprise qui le fabrique ne faisait pas de bénéfice, il pourrait coûter moins cher. Une voiture, une brosse à dents. Pourtant, personne ne pense que ça serait mieux si les voitures, les vêtements ou les brosses à dents étaient produits par des entreprises publiques. Car la créativité, l'émulation, l'intérêt pour une entreprise de trouver des voies de progrès, d'être créatif pour faire des économies, cette émulation-là permet les progrès et ils sont partagés entre les clients et les entreprises. Alors du coup, les allégations sur une surfacturation par exemple, de l'électricité ou de l'eau sont infondées. Elles sont totalement infondées, ne serait-ce que c'est parce que ce sont les pouvoirs publics qui les fixent. Très bien. Passons au volet Afrique. Veolia se présente comme le premier distributeur d'électricité en Afrique. On sait très très bien que l'électrification... Privé, oui. L'électrification du continent est un axe majeur des pouvoirs publics aujourd'hui sur le continent. Comment Veolia se positionne-t-elle avec cette restructuration du groupe aujourd'hui sur ce segment, Monsieur Frérot? Dans le secteur de l'énergie, l'activité du groupe classique, c'était essentiellement de l'énergie locale pour gérer des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid dans des pays où il fait trop chaud. Nous avons élargi notre gamme de compétences à l'efficacité énergétique et la gestion territoriale optimisée de l'ensemble des flux énergétiques sur un territoire ou dans un grand bâtiment comme un hôpital, une université. 70% des Africains aujourd'hui n'ont pas d'électricité. Oui. Mais l'électricité n'est qu'une forme de l'énergie. L'industrialisation d'un pays suppose d'autres types d'énergie, de la vapeur, de la chaleur, toute une série d'autres types d'énergie. Là où Veolia peut apporter sa compétence, d'abord dans son expérience en matière de distribution d'électricité, ici au Maroc, mais également au Gabon, au Ghana, en Guinée par exemple. Ouais. Mais aussi en proposant des formes d'énergie renouvelable qui sont peu usitées. On connaît l'éolien et le solaire, largement utilisés au Maroc, pas toujours autant ailleurs d'ailleurs, il y a de progrès à faire pour ailleurs. Mais pour la vapeur et la chaleur, la biomasse par exemple, une énergie non intermittente, produite sur place, à partir de déchets, ou bien de l'énergie à partir du traitement des déchets, le biogaz sur les centres d'enfouissement, la chaleur à partir des incinérateurs, sont des formes d'énergie que nous maîtrisons parfaitement et que nous apportons en complément des énergies renouvelables. Enfin, on parle de recyclage. C'est un point qui vous tient à cœur et vous voulez même multiplier par 5 le chiffre d'affaires de ce segment de recyclage à l'horizon 2025, selon la dernière déclaration que vous avez eue juste avant, il me semble, la présentation des résultats trimestriels du groupe en octobre dernier. L'Afrique dans tout cela, quelle est votre stratégie pour l'Afrique justement en termes de recyclage, Monsieur Frérot? Alors, en tout cas pour le groupe. Tout d'abord, je pense qu'il faut bien que tout le monde soit conscient que l'avenir du métier des déchets, c'est pas de les détruire. On les détruit quand on ne sait pas en faire autre chose. On peut les valoriser pour beaucoup d'entre eux. Et la meilleure manière de les valoriser, c'est de les transformer en nouvelles matières premières. Donc c'est un enjeu majeur. Et puis pour les déchets qu'on ne peut pas recycler en matière, plutôt que de les détruire, on peut les valoriser en énergie. Donc c'est un enjeu important. Pour ce faire, il faut collecter les déchets et savoir ensuite les traiter et les redonner aux industriels, les proposer aux industriels dans la même forme que ceux-ci les utilisent aujourd'hui. Ils ne vont pas changer leurs machines pour utiliser comme ce qui se fait aujourd'hui dans des usines ici, présentes même au Maroc, comme pour le groupe Renault par exemple, dans la région Nord. Absolument. Alors pour Renault, voilà un très bon exemple de ce que Veolia sait faire avec les industriels. Quand Renault s'est installé à Tanger, il a souhaité une usine exemplaire sur le plan environnemental. Toute son énergie utilisée sur cette usine est renouvelable. Il y a bien sûr de l'énergie solaire ou éolienne, mais ils ont besoin de beaucoup de vapeur et de chaleur. Eh bien, cette vapeur et cette chaleur, chez Renault à Tanger, elle est produite à partir des grignons d'olive. Le Royaume produit beaucoup d'huile d'olive. Pour produire de l'huile d'olive, ça fait des déchets, les noyaux et la pulpe. Il reste un peu d'ailleurs de gras autour de tout cela. Nous collectons tout cela et nous alimentons à 100% le reste de l'énergie de l'usine Renault à partir de ces déchets. Le Royaume veut doubler sa production d'huile d'olive. Nous allons donc doubler la production de déchets aussi. Il y a de quoi faire avec ça pour alimenter en énergie de biomasse locale
renouvelables une grande partie des industries qui changent. Antoine Frérot, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'était un plaisir en tout cas de partager cette interview avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour, entretien exclusif avec le PDG de Veolia Monde. Excellente suite des programmes sur notre antenne.